donc merci beaucoup de cette sollicitation à venir discuter de la situation économique américaine au sens large. Alors, et donc mon objectif, c'était de faire un peu un panorama macroéconomique de la situation américaine. Du coup, est-ce que la présentation est... Hop, voilà. Et qui s'appuie sur donc une publication récente de l'OFCE que j'ai menée avec deux collègues, donc Elliot Orisserg et Caroline Bozou, qui s'intitule donc Les États-Unis vers la surchauffe, et donc qui cherche un peu à discuter de la question de l'inflation, mais du coup, ce faisant, évidemment, de parler de la situation globale de l'économie américaine en termes macroéconomiques pendant cette crise sanitaire et à la suite d'un ensemble de mesures qui ont été prises. Alors, en fait, le point de départ un peu de cette analyse, c'est d'avoir en tête que l'économie américaine et l'administration Trump puis l'administration Biden ont mis en œuvre un plan de relance quasi inédit dans l'histoire américaine, tout du moins là sur une période qui couvre depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui et qui se traduit par un effort budgétaire important. Et donc c'est ce qu'on voit sur les deux dernières barres grises qui indiquent les efforts budgétaires pris par les deux gouvernements successifs en 2020 et en 2021. Et si on compare finalement à l'historique récent, on voit qu'on est sur des ordres de grandeur bien plus importants, y compris bien plus importants, notamment quand on compare à ce qui s'est passé au moment de la crise des subprimes en 2008-2009. Donc, sur le plan assez récent de l'histoire américaine, on a des politiques de relance budgétaire très fortes et très importantes. Alors, derrière ces politiques, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut rappeler ici. Il y a trois grands plans, en fait. Le premier grand plan, c'est celui voté sous l'administration Biden, le CARES Act, pour un montant d'à peu près de 2400 milliards de dollars, qui a été suivi par un accord, en fait, au moment de la passation de pouvoir en décembre 2020, un accord au Congrès entre les démocrates et les républicains, qui ont prolongé un certain nombre des mesures existantes pour un équivalent de 900 milliards. Alors, en partie, c'est des mesures qui sont prolongées, évidemment. Donc, c'est plus un maintien des mesures en cours que des mesures additionnelles. Et puis, au mois de mars, a été voté, donc, à l'initiative de Joe Biden, un nouveau plan de relance, l'American Rescue Plan, pour un montant de 1900 milliards de dollars. Donc, trois plans successifs qui sont des mesures d'urgence pour soutenir l'économie américaine et pour soutenir les agents américains. Alors, on ne va pas faire l'analyse de l'ensemble des mesures qui ont été prises. J'en ai mis quelques-unes ici, des mesures phares. Donc, il y a notamment le Paycheck Protection Program, donc mis en place plutôt uniquement dans le premier programme, celui de Donald Trump, qui consiste en fait à des prêts faits aux entreprises américaines pour couvrir leurs coûts salariaux pendant la période de crise et notamment la période du premier confinement. D'accord ? Et en fait, avec la possibilité que ces prêts soient transformés en subventions, et en pratique, effectivement, il y a eu de nombreuses subventions vis-à-vis des entreprises américaines. Ensuite, du côté ménage, il y a deux mesures assez phares qui ont été assez importantes. La première, c'est une assurance chômage fédérale supplémentaire, donc qui venait s'ajouter au système d'assurance chômage classique organisé par les États et qui a permis de verser aux ménages américains un montant forfaitaire de $600 par semaine. Donc ça, c'est le premier montant qui a été versé en gros de mars jusqu'à l'été 2020. Ensuite, alors il y a eu des périodes où il y a eu quelques petits trous. Ensuite, on a versé $400 et dans l'American Rescue Plan, on est sur $300 qui ont été versés donc par semaine aux salariés américains qui étaient au chômage. Une autre mesure assez importante vis-à-vis des ménages, c'est l'ensemble des chèques qui ont été envoyés. Donc il y a eu un chèque en 2020 et un chèque du coup en 2021. En 2020, du coup, ces chèques étaient conditionnés aux revenus des ménages, mais du coup, ça pouvait faire donc $1 200 par adulte et $500 par enfant à charge. Et dans le cadre des mesures votées par le Congrès à la suite du plan de Joe Biden en mars, le chèque était de $1 400 par adulte et autant par enfant à charge pour un revenu de $75 000, ce qui correspond un peu plus du revenu médian. Le revenu médian que j'ai rappelé ici de 2019 était un peu plus élevé que $69 000. Donc on a à peu près un peu plus de 50% des Américains qui ont pu recevoir un chèque ici, sachant qu'après c'était assez rapidement dégressif pour les ménages. Donc un ensemble de mesures assez phares, et en fait ces mesures ont permis de soutenir l'activité des entreprises, ou tout du moins leur permettre de passer la crise, et ont été un fort coup de pouce au pouvoir d'achat et aux revenus disponibles des ménages, parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, si on prend ces mesures, elles ont fait bien plus que compenser la perte des revenus que pouvaient avoir les ménages, soit parce qu'ils avaient une moindre activité, ou soit parce qu'ils étaient au chômage. Dans un certain nombre de cas, effectivement, ils ont gagné plus
par ces mesures-là que ce qu'ils auraient eu probablement s'il n'y avait pas eu la crise. Donc, donc un ensemble de mesures budgétaires très importantes et tout ça dans un contexte sur lequel je ne vais pas revenir, on pourra revenir dessus dans la discussion s'il faut, dans un contexte de politique monétaire très expansionniste avec des taux très bas et une action de la Banque centrale très importante qui a relancé les programmes qu'on appelle d'achat d'actifs pour essayer de faire pression sur l'ensemble des conditions de financement aux États-Unis et notamment de faire baisser aussi les taux d'intérêt publics dans un moment où l'État s'est fortement endetté pour faire face à la crise. Donc ça, c'est les éléments de contexte budgétaire et monétaire. Et si on regarde ensuite le côté activité économique, globalement, si on compare à ce qui s'est passé dans la zone euro, la récession a été moins forte aux États-Unis, la reprise plus dynamique et plus rapide, ce qui fait qu'aujourd'hui, au troisième trimestre 2021, globalement, la situation de l'économie américaine relativement à celle de la zone euro et relativement à celle de 2019, semble bien plus favorable. Ici, on voit que le trait bleu par rapport au PIB de 2019, fin 2019 a dépassé ce niveau de fin 2019, alors que ce n'est pas encore le cas dans la zone euro. Alors, évidemment, cette trajectoire de l'économie, elle est liée à des tas de facteurs, et la politique budgétaire et la politique monétaire y ont en partie contribué, évidemment, même si le choc n'a pas été exactement de la même nature, ou l'économie américaine n'a pas été sensible de la même façon au choc que les pays européens, par exemple que l'Espagne, très sensible au tourisme mondial, ce qui est un peu moins le cas, évidemment, pour les États-Unis. Mais voilà, du coup, donc, une trajectoire de reprise très forte, très dynamique, qui s'est aussi traduit par une amélioration sur le marché du travail, mais également par un autre facteur qui est apparu à partir du printemps 2021, c'est une forte accélération de l'inflation. Donc l'inflation, il y a différents indicateurs pour la mesurer. Ici, j'ai pris à peu près les deux principaux qui vont exactement dans le même sens, donc on ne va pas forcément détailler les écarts, les différences entre ces deux indicateurs. Et globalement, les derniers chiffres d'inflation indiquent une inflation qui serait entre 5 et 6% selon l'indicateur qu'on prend aujourd'hui. D'accord ? Donc, du coup, il y a une forte inflation aujourd'hui aux États-Unis et la question qui peut se poser, c'est est-ce que cette inflation est liée à la situation économique américaine et à la relance ? Donc, l'idée, c'est est-ce que finalement, on n'a pas mis trop d'argent d'un point de vue de la politique budgétaire et en poussant l'économie vers la surchauffe. Et donc, c'est un peu ça le débat qui se pose finalement aux États-Unis depuis quelque temps. Alors, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce débat-là, il a émergé dans le débat de politique publique et dans le débat de politique économique aux États-Unis dès le mois de mars. C'est-à-dire que dès le mois de mars, au moment où Biden a présenté son plan, enfin même en février, finalement, il y avait des débats sur est-ce que le plan n'est-il pas surdimensionné alors qu'on avait déjà eu un certain nombre de mesures qui avaient été prises en 2020. D'accord ? Donc l'idée, c'était pas de dire, il y avait des critiques d'économistes tels que Olivier Blanchard ou Laurence Summers, qui sont quand même des économistes assez écoutés et entendus donc, du coup, dans le débat public américain. Donc ce n'était pas tant l'idée qu'il ne fallait pas nécessairement encore quelques mesures additionnelles, mais est-ce qu'il y avait forcément besoin de mettre 1 900 milliards ? Et donc déjà, il pointait potentiellement le risque inflationniste. De l'autre côté du débat, il y a d'autres économistes tout aussi réputés qui s'inquiétaient moins de ce risque de tension, et notamment c'est le cas de Paul Krugman, qui lui voyait moins le risque inflationniste se pointer. Alors évidemment, on dit qu'aujourd'hui, avec le recul, il y a eu le plan, il y a eu le doute sur est-ce que ça peut générer de l'inflation. Aujourd'hui, il y a de l'inflation. D'accord ? Alors est-ce que c'est lié ? On va voir en fait qu'il y a potentiellement d'autres facteurs qui peuvent l'expliquer, avant finalement les facteurs liés aux relances budgétaires qui sont mises en œuvre. Globalement, en fait, un facteur important, c'est de dire que quand on met en œuvre une politique budgétaire, du coup, elle se diffuse sur l'économie avec un certain temps. Donc, probablement que les effets de l'augmentation de l'inflation que l'on voit n'est pas uniquement liée à la partie politique budgétaire, puisqu'elle a émergé finalement à partir du printemps, juste au moment où le plan était voté. Alors qu'il faut a priori un peu de temps pour que tout ça se diffuse, mais il peut y avoir néanmoins une petite contribution. Alors, ce débat-là, il y a un autre débat, évidemment, sur le plan de la politique budgétaire américaine, que je ne vais pas aborder ici, mais qui est évidemment important, qui est le débat sur le budget 2022. Donc là, c'est un ensemble d'autres mesures qui sont proposées par l'administration Biden, qui prévoit un plan d'infrastructure et une réforme du modèle social. D'accord ? Donc ça aussi, ça va avoir évidemment des incidences importantes, des incidences économiques, redistributives très fortes. Pour l'instant, le vote reste compliqué. Le projet n'a pas été voté exactement tel que le budget le prévoyait initialement. Et c'est moins un débat macroéconomique qu'un débat sur un peu
l'évolution du système social américain, même s'il y a des éléments de relance dans le plan d'investissement quand même. D'accord ? Mais a priori, ce n'est pas ces éléments additionnels qui vont changer la donne en matière d'inflation. C'est plutôt ce qui s'est passé, ce qui a été voté jusqu'ici. Alors, quelles sont les causes de l'inflation ? Alors, il y a une partie qui est cachée, parce que du coup, là, sur la version qu'on voit à l'écran, on ne voit pas la dernière phrase. Mais globalement, on peut essayer, en partie, d'analyser les facteurs derrière cette inflation. Alors, en fait, il y a un premier facteur qui est assez logique, c'est qu'on voit qu'il y a aussi de l'inflation en zone euro. Il n'y a pas eu une relance de la même ampleur. D'accord ? Alors, un facteur, c'est parce qu'il y a une augmentation du prix du pétrole. Donc ça, c'est un effet lié à l'énergie. Ça, généralement, ça se diffuse très rapidement dans les prix. Et donc, ça contribue évidemment à l'inflation. Mais pas uniquement, parce qu'en fait, si on regarde l'inflation, quand on enlève cette composante liée au prix de l'énergie, on voit qu'il y a quand même une inflation qu'on appelle une inflation sous-jacente, qui est de l'ordre de 4% aujourd'hui. D'accord ? Donc, on a quand même une forte augmentation de l'inflation, indépendamment de l'évolution des prix de l'énergie. Donc, il y a un facteur lié à l'énergie, mais ce n'est pas le seul. Il y a un effet de rattrapage parce que en 2020, en fait, l'évolution des prix a été relativement modérée. Il y a eu un choc qui a pesé sur la demande mondiale. Et donc, globalement, ça a contribué à un ralentissement de l'inflation en 2020. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est probablement en partie un rattrapage. D'accord ? Et donc, si on regarde en fait la moyenne, en gros, entre 2020 et jusqu'à octobre 2021, on a une inflation autour de 2%. Donc, si on prend sur ces 2 années, c'est peut-être pas si fort que ça. Mais il y a d'autres facteurs quand même qui peuvent jouer aussi, c'est qu'il y a une inflation qui est surtout tirée par ce qui se passe sur le marché des biens. D'accord ? Donc ici, en fait, le graphique va décomposer l'inflation entre celles qui touchent les biens durables, les biens non durables et les services. Globalement, on voit que vraiment l'accélération, elle est très nette sur les biens et sur les biens durables. Et sur les biens non durables un peu. Dans les services, il y a également un peu d'inflation, mais dans les services, il y a une composante aussi énergie qui n'est pas négligeable, donc qui contribue un peu à cette évolution de la dynamique des prix. Alors, pourquoi on a ça ? Pourquoi il se passe des choses sur le marché des biens ? Alors, en partie, ça peut être lié aussi effectivement à la relance parce que on a distribué du pouvoir d'achat et du coup, les ménages ont une consommation relativement freinée et empêchée. Il y a tout un tas de commerces qui ont fermé, des services qui ont été empêchés, les services de loisirs, notamment l'hébergement, la restauration. Et donc, ce pouvoir d'achat s'est en partie déversé sur d'autres biens et services, et notamment dans le secteur automobile. Si on regarde par exemple dans le secteur automobile, en fait, en l'espace d'un an, les prix sur le marché de l'occasion ont progressé de 41%. D'accord ? Donc il y a un choc énorme sur le marché automobile qui est en partie effectivement tiré par le fait qu'on a distribué du pouvoir d'achat et ça a pu alimenter la demande automobile. Donc il y a un peu une déformation liée un peu à la structure, enfin à la nature du choc qui a touché l'économie mondiale et donc l'économie américaine, qui a déformé en partie la demande. Donc globalement, la demande s'est ajustée un peu à la baisse, mais les biens ont plutôt, dès qu'il y a eu la reprise, donc finalement dès que les gens peuvent plus facilement sortir, ils ont peut-être moins retourné au restaurant, mais ils ont acheté des voitures, de façon un peu schématique. Et derrière ça, il y a aussi des goulets d'étranglement qui sont liés probablement à cette accélération de la demande pour les biens, mais c'est un facteur mondial, parce que la crise a provoqué des ruptures dans les chaînes de production, et qui restent encore des contraintes sanitaires qui ont contraint l'évolution du transport mondial et l'évolution de certaines productions. Et donc ça, c'est un facteur qu'on observe effectivement au niveau de l'industrie, dont on a fait écho assez souvent dans la presse, et qui peuvent aussi contribuer à l'accélération des prix. Donc ça, potentiellement, on peut considérer que c'est des facteurs temporaires, d'accord ? Parce que le prix de l'énergie peut être lié à la reprise mondiale assez forte, mais les prévisions sont plutôt que ça va globalement à peu près se tasser. C'est globalement aussi le diagnostic que font les principales institutions et en partie la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine. D'accord ? Alors, est-ce que c'est temporaire ? C'est à peu près le diagnostic assez partagé, sauf si un certain nombre de conditions se réalisent. Et dans ces conditions, est-ce que les ménages vont dépenser une partie importante des transferts financiers qu'ils ont reçus ? J'ai dit qu'ils avaient consommer des biens, mais en fait, relativement aux transferts qu'ils ont reçus, ils ont accumulé encore une épargne énorme, et donc ils ont un réservoir de consommation qui est très, très, très important. Est-ce que l'offre, du coup, va être contrainte ? Est-ce que, du coup, on ne risque pas d'être dans une situation où, finalement, ça va provoquer un déséquilibre de l'offre et un déséquilibre sur le marché du travail, parce que cette croissance va faire baisser le taux de chômage, et si bien que, du coup, ça va générer de l'inflation salariale, potentiellement. Donc, est-ce que tout ça va provoquer finalement potentiellement des tensions inflationnistes qui seraient plus durables
via l'augmentation du coût intermédiaire, mais via aussi également l'augmentation du coût du travail, avec des tensions sur le marché du travail. Alors, les paramètres clés qui vont guider en fait cet effet-là, et savoir si on peut avoir une inflation un peu plus durable, ce sont les suivants. Le premier, c'est ce qu'on appelle la valeur c'est ce que les économistes qualifient de la valeur du multiplicateur. Le multiplicateur, c'est en gros la traduction, quand vous mettez 1 point de PIB de relance budgétaire, combien ça fait d'activité économique. Cet effet multiplicateur, il va notamment dépendre d'une variable essentielle ici, c'est ce que les ménages vont dépenser, ce qu'on nous on qualifie la propension marginale à consommer. Donc est-ce que les ménages vont consommer une partie importante ou pas des revenus qu'ils ont reçus en 2020 et en 2021. D'accord ? Donc ça, c'est le premier effet. Est-ce que l'effet de la politique budgétaire sur la consommation va être important et va s'étaler dans le temps, puisqu'il a été en partie contraint en 2020 par les mesures sanitaires. Ensuite, deuxième facteur, c'est où est-ce qu'est l'économie américaine aujourd'hui relativement à son potentiel de production. D'accord ? Ce qu'on appelle l'écart au PIB potentiel. D'accord ? Et là, il y a aussi de l'incertitude, comme sur la valeur du multiplicateur. Il y a différentes estimations. Globalement, le CBO, le Congressional Budget Office aux États-Unis, estimait que cet écart de croissance était de 5 points en 2020. C'est-à-dire que globalement, le niveau d'activité en 2020 était 5 points en dessous de ce qu'était capable de produire l'activité américaine. Il a fortement baissé. Aujourd'hui, il sera à peu près à 1,7 points. Mais il y a des tas d'estimations qui peuvent parfois indiquer que cet écart de croissance peut être beaucoup plus important. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on pourrait avoir une accélération de la demande sans nécessairement avoir de tension inflationniste. Donc, cette variable-là, elle est assez critique aussi. Et un dernier point, c'est comment se transmettent les évolutions de la demande et les évolutions du chômage sur l'inflation. D'accord ? Ça, c'est une relation importante en macroéconomie également. C'est la courbe de Phillips qui décrit le lien entre l'inflation et le chômage. Est-ce que ce lien est fort ou pas ? Et dans ce cas-là, si le chômage continue de baisser, est-ce que ça générera des tensions inflationnistes ? Oui, si cette courbe de Phillips, si cette pente de la courbe de Phillips est importante. Il y a des doutes également récents, enfin sur les 15-20 dernières années, sur cette situation, mais globalement, le consensus est que ça n'a pas totalement disparu, donc il reste un lien entre l'inflation et le chômage, et donc potentiellement, s'il y a plus de croissance, s'il y a moins de chômage, ça peut générer aussi un peu d'inflation. Et le dernier point, c'est comment les anticipations d'inflation vont réagir. Est-ce que les agents de l'économie vont se mettre à anticiper également plus d'inflation ? Et s'ils anticipent plus d'inflation, ben forcément, ça va aussi se traduire dans les revendications salariales, dans les prix, et donc ça va générer un peu également d'inflation. Et sur ces paramètres clés, il y a pas mal d'incertitudes. D'accord ? Et donc, du coup, ce qui fait dire que potentiellement, il peut y avoir de l'inflation. Alors, on est déjà pas loin du temps probablement, donc quelques éléments juste pour illustrer. Sur l'épargne, en fait, ici, on a calculé l'épargne accumulée par les ménages américains, donc l'ensemble des ménages. Évidemment, à l'intérieur, il y a des situations très disparates, c'est la situation au niveau macroéconomique. Aujourd'hui, les ménages américains ont à peu près 2600 milliards d'épargne accumulée, c'est-à-dire ce qu'ils ont épargné en plus par rapport à ce qu'ils auraient à peu près épargné dans des conditions normales. D'accord ? Donc 2600 milliards de transferts. Que vont-ils faire de ces 2600 milliards ? Ces 2600 milliards à peu près, si on regarde en fait l'évolution des comptes financiers aux États-Unis, c'est ce qu'on voit dans les comptes courants et les comptes de dépôt de court terme, les comptes d'épargne américains qui a été accumulé. Donc est-ce qu'ils vont consommer une fraction de cette épargne ou pas ? Les travaux empiriques ici suggèrent qu'ils vont effectivement en consommer une fraction. Ils ont déjà fait de consommer une fraction, mais ils vont probablement continuer à en consommer une fraction. Quelle est la situation en termes d'écart à la croissance ou en termes d'emploi en fait ? Ici, je vais ramener le débat en termes d'emploi. Globalement, le taux de chômage a effectivement fortement baissé depuis la crise. Aujourd'hui, il est à 5,1%. Il était à 3,6% en fin 2019. Mais pour autant, il y a quand même, en fait, il y a un peu plus de sous-emploi parce que si on regarde en termes d'emploi, il y a un peu plus de 5 millions d'emplois qui n'ont pas été retrouvés depuis la crise. Et ce qui s'est passé d'autre, c'est qu'il y a un certain nombre de travailleurs qui sont sortis du marché du travail, d'accord ? Donc qui sont en retrait d'activité. Et donc ça, c'est l'équivalent à peu près de 3 millions de personnes. Donc en gros, on a potentiellement encore 8 millions d'emplois à créer et de personnes à réintégrer sur le marché du travail pour revenir à la situation de l'emploi telle qu'elle était fin 2019. Donc il y a un peu de marge de manœuvre ici, potentiellement. L'autre facteur, c'est que finalement, si on regarde les précédents pics historiques d'activité, comme fin 2019, ou comme en 2006-2007, il y a eu des pics d'activité et il n'y a pas forcément eu de tension inflationniste. Même finalement, au début des années 2000, il y a eu une accélération assez forte de la croissance, un taux de chômage et un taux d'emploi bien plus élevé un taux d'emploi plus élevé
que ce qu'il y avait aujourd'hui, et il n'y a pas eu de forte tension inflationniste qui ramène au débat un peu sur la courbe de Phillips. Si on regarde les anticipations d'inflation, globalement, elles ont un peu réaugmenté, mais elles avaient baissé en fait en 2020, donc elles ne sont pas très loin de la cible que souhaite atteindre la Banque centrale américaine. Donc entre, on va dire, là aujourd'hui, un peu plus de 2%, mais ce qui est assez cohérent avec potentiellement la cible à court terme ici. Donc, alors, je n'ai pas de conclusion définitive. Dans notre scénario de prévision de l'OFCE d'octobre, on a un scénario dans lequel on suppose que les ménages vont consommer une fraction de cette épargne, assez significative, et que s'ils en consomment ne serait-ce que 20%, d'accord, on a une croissance aux États-Unis qui serait de 6%, un peu plus de 6%. D'accord, et potentiellement un taux de chômage donc, qui serait à 2,4% en fin d'année 2022. D'accord, si on regarde l'inflation, on aurait une inflation qui pourrait alors atteindre 4% en 2022, donc qui resterait élevée, même si les facteurs temporaires que je donnais avant en partie s'estompent, elle resterait élevée, notamment si le prix du pétrole, lui, se stabilise autour de 80-85 $ le baril. Donc la question qui se pose maintenant, c'est si on est dans ce scénario-là, que va faire la Banque centrale américaine? Et là aussi, il y a un petit peu d'incertitude parce qu'il y a un an, en août 2020, la Banque centrale américaine a changé un peu sa définition de l'inflation qu'elle souhaitait atteindre. Jusqu'ici, elle disait « je veux atteindre 2%». Maintenant, elle dit « je veux atteindre 2% en moyenne ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a des années où l'inflation est un peu inférieure à 2%, ça veut dire qu'elle doit accepter, elle doit essayer de faire en sorte que l'inflation les années suivantes soit un peu supérieure à 2% pour qu'en moyenne, ce soit à 2%. Or, en fait, depuis 2011, l'inflation moyenne entre 2011 et 2019-2020 a été inférieure à 2%. Donc ça laisse entendre que la Fed devrait tolérer un peu plus d'inflation en 2021-2022. Enfin, en 2021 de fait, et en 2022 surtout. La question c'est combien d'inflation elle va tolérer? Ça on ne sait pas. Est-ce que 4% pour elle c'est une inflation acceptable ou pas? Donc on ne sait pas là-dessus, il n'y a pas de communication très claire sur quelle sera l'inflation maximale. Donc quoi qu'il en soit, mais ensuite, si ça va au-delà de l'inflation qu'elle souhaite tolérer, elle a des marges de manœuvre pour durcir sa politique monétaire. Et donc pour essayer de freiner l'économie, éventuellement, si l'inflation est trop élevée. Un autre facteur évidemment important ici, c'est peut-être que le risque, il n'est pas que lié à l'inflation, c'est un risque financier. Il y a un boom des prix immobiliers, un boom des cours boursiers, qui est entretenu et qui s'est amplifié en 2020-2021. Et donc qui peut être un risque d'une autre nature sur le système financier américain et sur la croissance américaine. Donc voilà à peu près pour ce panorama. Je vous remercie.